Ok, let's go. Let's go. Bon, bienvenue Raph sur Dual. Merci beaucoup d'être là. Première chose, je te propose de te présenter et puis de présenter ton parcours, ta carrière aussi. Ouais, eh bien déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Raphaël Martin, je suis né à Étanières en 1987. J'ai suivi l'école obligatoire donc, dans la région du Gros-de-Vaud, donc l'école primaire à Étanières. Ensuite, je suis allé un petit bout à Assan. Revenu à Étanières et puis fini ma scolarité obligatoire au collège des Trois Sapins, le fameux collège. Et puis donc moi ensuite j'ai poursuivi avec un apprentissage de constructeur d'appareils industriels. Donc c'est un apprentissage de 4 ans. Je suis pas allé très très loin de la maison puisque je l'ai fait à Étanières. Ok. Donc c'était assez rigolo. Et puis là j'allais au cours professionnel. C'était un apprentissage. Ils avaient groupé en fait Vaud et Valais. Donc j'avais les cours professionnels à Martigny et puis les cours pratiques à Sion. Waouh. Donc là, j'ai fait ces 4 ans d'apprentissage. Ensuite de ça, donc je vais parler uniquement de mes formations pour l'instant. Ouais. Ensuite de ça, j'ai fait un brevet fédéral de chef d'atelier en construction métallique. Donc j'ai fini mon apprentissage en 2006. Ensuite, de 2008 à 2010, j'ai fait ce brevet fédéral. Et à la suite de ça, j'ai fait une maîtrise fédérale en construction métallique que j'ai terminée en 2016. Ah ouais. Donc tout ça, je l'ai fait au sein de l'entreprise Tôlerie Industrielle à Étanières. Et par la suite, j'ai voulu me réorienter. Donc je cherchais un petit peu dans l'enseignement professionnel. Et puis, j'ai postulé 1 ou 2 fois, j'ai pas trouvé de place. Et puis, j'ai trouvé un petit peu par hasard une place de maître socio-professionnel dans un atelier de construction métallique. Donc, c'est un métier que je connaissais pas du tout. Et là, ça fait depuis 2016 que je travaille chez Afiro à Aubonne. Donc, c'est un atelier pour des emplois adaptés, donc des personnes en situation de handicap, où là, j'ai le poste de maître socio-professionnel dans cet atelier-là. Ok. Trop cool. Déjà, si on repart à l'école obligatoire, donc tu étais aux Trois Sapins à Échallens, tu étais dans quelle voie à l'école? Alors j'étais en voie, on appelait à l'époque voie supérieure, donc il y avait 3 niveaux quand j'étais à l'école obligatoire, donc moi on finissait en 9e année, et puis il y avait option supérieure et prégymnasiale, Ouais. et puis j'étais à l'école, au niveau moyen, Ouais. et puis l'école c'est pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement, j'ai toujours été un petit peu, pas rebelle, mais j'aimais pas trop l'école, il y avait quelques branches qui me plaisaient plus, notamment les travaux manuels et puis les maths, mais tout ce qui était langue, français, histoire, géographie, c'était pas trop ma passion. Et puis justement, à l'école, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des stages? Comment tu as découvert ce métier? Oui, j'ai fait beaucoup de stages déjà très très jeune. Donc moi, quand j'étais gamin, je disais toujours que je voulais faire horloger. Donc très très jeune, j'étais allé faire un stage à la Vallée de Joux, à l'école de l'horlogerie, où là, en fait, c'était sur une journée. Et cette journée-là, on passait un quart de journée dans chaque année d'apprentissage. Donc le premier quart de la journée, c'était avec les premières années, deuxième quart, les deuxièmes, et ainsi de suite. Et puis là, en fait, ce qui m'avait plu, c'était le début de l'apprentissage, parce que c'était vraiment les bases du métier où ils fabriquaient les pièces. Et puis ensuite, 3e, 4e année, c'était plutôt les montages de montres. Et là, je me suis rendu compte que ça me plaisait moins. Du coup, rentrer à la maison le soir, mes parents me disent « Ouais, mais si t'aimes pas le montage, il faut faire polymécanicien, parce qu'ils fabriquent des pièces. » Donc là, je suis allé faire un stage de polymécanicien dans une entreprise à Échallens. Et puis là, par bonheur, dans cette entreprise-là, il y avait un constructeur métallique ou constructeur d'appareils industriels, je sais plus. Puis j'avais fait 4 jours de stage polymécanicien, puis 1 jour avec le constructeur d'appareils industriels. Et puis là, c'était un gars super qui m'avait pris une journée, puis il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Puis à l'époque, j'aimais bien les jeux vidéo, je crois, un peu comme tous les jeunes de 14 ans. Bah ouais. Et puis on avait construit un support pour un volant de Gran Turismo, je sais plus quoi, et j'étais reparti avec. Et puis là, ce qui m'avait plu, c'était de pouvoir faire un objet de A à Z en une journée. J'avais trouvé ça vraiment incroyable. Et là, de nouveau, rebelote, rentrer à la maison, mes parents me disent « Ah, mais si t'aimes bien ça, il y a une entreprise à Étanières qui fonce
ce métier-là, donc va faire un stage. Et puis là, je crois que j'étais encore en 7e année ou 8e. Ah ouais. J'avais fait super jeune. Et puis là, j'ai fait le stage, ça s'est super bien passé, j'ai adoré le métier. Et puis là, ils m'ont tout de suite proposé une place d'apprentissage. Et puis mes parents qui tenaient beaucoup à ce que je fasse le bon métier m'ont dit mais il faut quand même que tu fasses des stages dans les bureaux pour voir si c'est vraiment le métier qui est fait pour toi. Puis là, j'étais allé faire un stage de dessinateur en bâtiment ou génie civil, je me souviens plus exactement. Là, ça m'avait pas du tout plu. Et puis, suite à ça, j'avais validé ma formation, enfin, le choix de mon métier, donc de constructeur d'appareils industriels. Donc, ouais, c'est vrai que moi, je trouve que c'est très important de faire beaucoup de stages et dans des métiers et domaines différents parce que l'apprentissage, il peut très vite passer quand on est dans le bon métier. Par contre, je pense que ça peut être très, très long si on n'est pas dans un métier qui nous plaît. Ouais, puis on se rend compte aujourd'hui que, bien sûr, il y a les sessions obligatoires pour faire les stages qui sont proposées par l'école. D'ailleurs, pour la première fois, je crois, cette année ou depuis l'année passée, maintenant, les VP, donc les anciens pré-gym ou VSB pour les moins anciens, n'avaient pas du tout, en fait, la possibilité dans le cadre scolaire d'aller faire des stages. Alors maintenant, ça a changé. Les VP peuvent aussi aller faire des stages, mais on se rend compte, en fait, que c'est qu'une semaine dans l'année ou 2 semaines dans l'année. Et en fait, que les parents devraient beaucoup plus encourager, peut-être comme les tiens, que pendant les vacances, en fait, parce qu'il y a quand même une pétée de vacances, d'aller faire des stages et puis d'aller découvrir des métiers même pendant une semaine. Et comme tu le dis, déjà assez jeune, ça veut dire dès la 9e Armos, en fait. Oui, et puis ce qui est important de comprendre, c'est que même si on fait un stage qui ne nous plaît pas, on va automatiquement apprendre des choses. Parce que même dans l'échec, on apprend beaucoup de choses. Donc, en faisant un stage dans un métier qui nous plaît pas, on apprend que c'est pas un métier qui nous plaît et on va pas se lancer dans un métier en fin d'école parce qu'il reste une place d'apprentissage dans ce métier-là et qu'on va être en échec. Alors que c'est pas un métier qui nous plaît. Donc oui, allez-y pendant vos vacances. Enfin, en plus de ça, généralement, les patrons, ils vous donnent un petit quelque chose à la fin du stage. Enfin, c'est des chouettes moments. Et donc, toi, tu as eu le combo idéal, l'apprentissage à Étanières, dans le village où tu habitais. Donc, tu allais à pied au boulot. C'était une petite entreprise. Ils avaient d'autres apprentis. Comment ça s'est passé ? Alors moi, c'est vrai que j'ai eu le combo idéal, on va dire, d'avoir une place d'apprentissage hyper proche de la maison. Donc j'allais en vélomoteur à cette époque-là. Et c'était une entreprise où il y avait une 30aine d'employés. Et quand j'ai commencé, il y avait 2 apprentis qui étaient un en 2e, un en 3e année. Et puis après, c'était une entreprise formatrice, donc quand on trouvait des apprentis, l'entreprise les engageait volontiers. Après, c'est un métier qui n'est pas facile à avoir qui n'est pas très connu, donc il n'y avait pas chaque année des apprentis. Ok. Et les cours, du coup, en Valais, donc tu prenais le LEB, les CFF, et puis tu allais faire tes cours en Valais. C'était pas trop long comme trajet. Enfin, ça a été pendant ces années-là. Moi, je suis quelqu'un de très positif, donc je le vois d'un bon côté. Ça m'a permis de réviser mes cours, de bosser dans le train. J'avais aussi pas mal de facilité au cours, donc j'ai assez peu ouvert mes livres à la maison grâce à ces longs trajets de train. Mais oui, c'est vrai qu'à 15 ans, faire 1h30, enfin je partais, je sais plus, avant 6h du matin d'Étanières pour être à l'heure en Valais. Ouais. Et non, mais c'était des bons moments. Après, ce qui était moins drôle, c'est quand il fallait aller au cours pratication avec sa caisse à outils dans le train. Ah ouais, ok. Et par rapport justement à comment était structuré ton apprentissage, donc sur le lieu de travail, il y avait une personne, un formateur ou une formatrice qui s'occupait des apprentis, ou comment ça s'est structuré? Alors là, en théorie, c'était le directeur de l'entreprise qui était formateur des apprentis. Après, il avait énormément de travail, il était beaucoup dans son bureau, donc c'était redélégué plutôt au chef d'atelier et à des employés un peu meneurs dans l'entreprise. Et il y avait aussi les autres apprentis qui me formaient directement. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi pour les apprentissages. C'est qu'on peut assez vite former des gens avec les compétences qu'on a déjà acquis des années précédentes. Et justement, par rapport à ça,
tu as eu un responsable qui t'a suivi pendant tout ton apprentissage ou bien tu passais d'un département à l'autre? Enfin, comment ça se passait en anglais, on dit le workflow, mais comment ça s'appelait le processus de production dans l'entreprise où tu étais? Est-ce que vous changiez de département? Alors, de toute façon, il y a un plan de formation donc, dans chaque métier. Et puis là, c'est vraiment le même formateur qui m'a suivi du début à la fin. Et puis lui m'aiguillait dans un département ou un autre en fonction de l'avancée de mon apprentissage. Après, faut pas se cacher non plus que dans une entreprise, l'apprenti va être aussi là pour... où il y a du travail. Ça peut arriver que par moment, il y ait un peu plus de travail dans un secteur, l'apprenti va aller aider là. Et puis aussi, quand il y a moins de boulot, profiter pour faire des exercices en lien avec la formation. Donc, ça peut pas être linéaire comme dans une école, ça doit suivre aussi un petit peu le flux de production. Surtout dans une entreprise industrielle où c'est pas linéaire le travail qu'on a. Il peut y avoir des hauts et des bas. Bon, explique-moi alors, qu'est-ce que vous faisiez concrètement dans l'entreprise où tu étais? C'était qui les clients et c'était quoi les mandats? Alors, on peut citer des marques ou... Oui, bien sûr. Ok, des entreprises. Alors, notre plus gros client à l'époque, c'était Bobst. Donc, Bobst, ils font des machines pour faire du carton, donc le cartonnage. On travaillait pour une entreprise qui s'appelait HCT, après qui a été rachetée par une entreprise américaine qui s'appelait Applied Materials, je sais plus trop exactement quoi. Eux, ils faisaient des machines pour découper le silicium. Donc, le silicium, il est utilisé dans les composants électroniques. Après, on travaillait beaucoup pour des designers industriels également. Donc là, on faisait tout type d'objets. Beaucoup de gens de l'ECAL qui venaient faire des stages aussi, découvrir la partie technique du matériau. C'était assez pratique pour eux parce qu'ils venaient en lab, il y avait l'arrêt qui était juste à côté. Et du coup, on travaillait énormément pour eux. On a travaillé des objets qui peuvent vous parler. On faisait tout ce qui était les distributeurs de billets, des transports publics lausannois. On a fait les distributeurs de billets du MOB, Montreux-Oberland-Bernois, qui sont assez atypiques. On faisait beaucoup de mobilier urbain aussi. Donc, de la conception, conception assistée par ordinateur. On partait de rien, d'un projet basique jusqu'au produit final. Donc voilà, découpage laser, pliage CNC, on faisait après de la soudure. Ouais, donc t'étais en atelier toute la journée. Il y avait aussi une partie dessin, du coup, une partie conception, au contraire, non. Quand tu parlais de l'écale, de l'écale, il dessinait un truc et puis il venait ensuite le produire chez vous. Comment ça se passe? Alors, dans mon apprentissage, on est toujours là. Moi, j'ai pas fait du tout de conception. Oui. Uniquement des pièces, on va dire, à base de croquis où je dessinais, puis après je pouvais produire. Mais les clients arrivent généralement avec des plans, donc des plans finaux, mais pas des plans de conception, enfin de fabrication. Du coup, les cales, ils arrivent avec des plans 3D un peu olé. Et puis nous, mes collègues au bureau devaient un petit peu se creuser la tête pour les rendre fabricables à base de métaux et de tôle. Ok. Ouais. Et après, il y a certains clients, des clients de l'industrie, eux, ils nous donnaient les plans d'exécution directement. Et puis, il pouvait y avoir même des clients qui arrivaient avec une idée en tête. Et puis là, mes collègues au bureau dessinaient, proposaient un projet global. Donc, tu as pu rester dans cette structure-là. J'imagine qu'ils gardaient les apprentis vu qu'il y a peu de jeunes main-d'œuvre, j'imagine, qui arrivent sur le marché. Enfin, c'est compliqué de recruter ou bien C'est compliqué de recruter des apprentis. Ouais. Déjà, le nom du métier, il n'est pas très parlant, constructeur d'appareils industriels. Et ouais, il y a peu de monde qui fait ce métier, mais c'est un super métier, quoi. Et puis même après, sur le marché... Sur le marché, il faut s'imaginer que dans une classe, pour le canton de Vaud, constructeur d'appareils industriels, il y a maximum 10-12 personnes qui font ce métier en première année. Ouais. Donc, au quatrième, sur les 10-12, il en reste 8 peut-être. Ouais. Et sur les 8, en fin d'apprentissage, il n'y a pas tout le monde qui reste dans le métier. Il y en a qui poursuivent d'autres études, qui vont dans des métiers où il y a besoin d'un CFC pour entrer dans ce métier. Et donc, ouais, ça manque clairement de personnes qui se forment dans ce métier. Donc, oui, dans l'entreprise où j'étais, les apprentis qui étaient adéquats, ils les gardaient. Et donc, moi, je suis resté dans cette entreprise-là où j'ai, au début, travaillé, on va dire, comme ouvrier, employé CFC. J'ai acquis
de plus en plus d'expérience. Et puis après, j'ai pris des responsabilités au sein même de cette entreprise. Alors justement, par rapport à ça, donc tu as dit que tu avais fait un brevet fédéral. Oui. Est-ce que c'était quelque chose qui était logique pour toi à la sortie de l'apprentissage, ou tu te projetais déjà sur cette perspective de brevet et puis peut-être aussi de maîtrise, ou alors c'est quelque chose qui est venu, qui a été peut-être stimulé par ta hiérarchie dans l'entreprise où tu étais? Alors moi, dès que j'ai commencé mon apprentissage, j'ai toujours tout de suite eu des ambitions de ne pas rester, on va dire, simple employé, même si c'est le mot que j'aime pas, parce que c'est un métier super. Enfin, dans tous les métiers, employé avec un CFC, c'est super. Mais moi, j'ai toujours eu l'ambition d'aller plus haut. Et puis, j'ai aussi suivi le parcours de mon directeur, qui habitait aussi Étanières, qui a fait l'apprentissage dans cette entreprise, okay. Le brevet, la maîtrise. Et lui voyait assez en moi le repreneur de sa place, en fait. Du coup, c'était un peu ma suite logique de poursuivre avec ces formations-là. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, j'avais pas mal de facilité également aux cours professionnels parce que je m'éclatais là-dedans. Donc, c'était pas une contrainte pour moi d'apprendre ces notions théoriques en lien avec le métier. Et le brevet, comment ça se passait? C'était des cours du soir? Où est-ce qu'ils étaient? Alors, le brevet, c'était à l'école de la construction à Tolochna. Ouais. Donc, c'est le brevet de chef d'atelier en construction métallique. Donc là, c'était les cours, on avait le samedi, tous les samedis, sauf les vacances scolaires, donc toute la journée. Et puis, on avait 2 semaines bloc durant les 2 ans. Et puis après, les examens, ils se passaient... Au départ, ils se passaient en Suisse allemande. Puis après, l'école a réussi à les faire revenir dans l'école. Donc, c'était une formation par module. Il y avait 12 ou 13 modules à acquérir. Ça allait du marketing, comptabilité, dessin, connaissance des matériaux, gestion d'équipe, gestion du personnel. Enfin, c'était vraiment très, très vaste. Donc, l'idée du brevet, c'était vraiment de gérer une équipe dans un atelier. Et puis, les examens finaux, ça se passait à Berne. Donc, c'était un examen national avec tous les candidats suisses. Ouais. Et puis ça, justement, est-ce que tu t'attendais à que ce soit aussi diversifié, le brevet fédéral, dans le sens où tu étais quand même préparé au module, tu avais cette volonté de vouloir toucher à la compta, au marketing, et puis à d'autres aspects qui finalement concernent pas vraiment ton métier initial, si on dit comme ça? Ouais, alors oui, je m'y attendais. Puis c'est vrai que j'ai pu faire un lien direct entre la comptabilité et mon métier, parce que j'avais un peu de peine à faire à l'école obligatoire. C'est vrai que j'avais pas la maturité nécessaire pour comprendre que toutes les branches qu'on apprend à l'école, en fait, sont utiles pour notre suite de carrière professionnelle. Et puis là, j'ai vraiment pu faire ce lien-là, puis ça m'a permis d'avoir du plaisir à apprendre ces branches-là, ouais. Et vous étiez combien dans votre classe au brevet fédéral? Au départ, on était, je crois, 24, si je dis pas de bêtises, puis on a fini à une 12aine, 15aine, ouais. Donc, ça, c'était... Ouais, quand tu disais qu'il y en avait environ 8 qui finissaient après les 4 ans, donc toi, tu devais quand même travailler un petit moment pour pouvoir te présenter au brevet fédéral. Ça, ouais, il fallait quand même avoir... Attends, pas que je dise de bêtises, c'était 3 ans, sauf erreur de pratique professionnelle après le CFC pour se présenter à l'examen. Donc en gros, il faut travailler une année comme employé, et puis après... et 2 ans de brevet. Voilà, c'est à peu près ça, mais j'ai plus les critères précis en tête. Et puis ça, justement, par rapport à l'entreprise où tu étais, donc tu as pu, j'imagine, prendre plus de responsabilités, alors tu as pu commencer à faire d'autres choses. Comment ça s'est concrétisé, cette prise de responsabilité supplémentaire? Alors, c'est vrai que dès que j'ai pu commencer mon brevet, là, on m'a... pour passer le brevet, il fallait faire un cours de formateur d'apprenti qui était obligatoire pour ce brevet-là. Donc, dès que j'ai commencé le brevet, c'est moi qui étais le formateur des apprentis dans l'entreprise. Ok. Donc ça, c'était la première des responsabilités. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment un moment qui était assez passionnant pour moi parce que j'étais encore à une place de travail dans l'atelier et puis j'avais 2 apprentis qui travaillaient à côté de moi. Donc là, je pouvais vraiment transmettre mes connaissances et mon savoir. Et puis là, c'est une période de professionnelle que j'ai vraiment appréciée. J'aime beaucoup transmettre mes connaissances avec des jeunes.
Et puis par la suite, après, j'ai pris la responsabilité du domaine du pliage. Donc là, il y avait 3 plieuses commandes numériques où c'était un peu un passage obligatoire pour les pièces. Puis on a un ancien responsable qui est parti de l'entreprise. Et puis là, j'ai repris cette responsabilité-là. Ok. Et puis lorsque tu as commencé ton brevet fédéral, tu parlais que ton ancien patron te voyait comme le repreneur potentiel de la boîte. Est-ce que au moment de faire le brevet, tu avais déjà la perspective de la maîtrise? Pour toi, c'était une suite logique. Tu faisais le brevet pour faire la maîtrise ou pas forcément? Oui, complètement. Ok. C'était une suite logique dans ma tête. Après, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de difficultés dans ce brevet-là parce qu'en fait, c'est un brevet qui n'était pas directement lié à mon métier de base. Parce que moi, j'ai fait constructeur d'appareils industriels, le métier, et puis le brevet, c'était pour les constructeurs métalliques. Donc, c'est 2 métiers qui sont très, très liés. Ouais. Mais constructeur métallique, c'est vraiment axé bâtiment, et constructeur d'appareils industriels, c'est axé industrie. Du coup, il y a quand même quelques techniques qui ne sont pas les mêmes, notamment le dessin technique. Donc là, j'ai pas mal souffert en dessin. D'accord. Et du coup, c'est plutôt ça qui m'a fait hésiter de poursuivre avec la maîtrise. Et puis en discutant avec mon directeur qui avait fait exactement le même parcours que moi, il m'a dit « Mais il faut que tu ailles jusqu'au bout, Raphaël. Moi, j'ai réussi, tu vas y arriver. » Et puis j'ai continué, ouais. Et je ne regrette pas. Est-ce que par rapport à la maîtrise, ça s'est enchaîné tout de suite ou tu as travaillé quand même un peu entre la maîtrise, entre le brevet et la maîtrise? Donc là, j'ai fini le brevet en 2010 et j'ai commencé la maîtrise en 2012. En fait, la maîtrise fédérale, il n'y en a pas chaque année. Ça va dépendre du nombre de candidats inscrits. Ils attendent d'avoir un nombre de candidats pour ouvrir une classe. Ouais. Et comme c'est des métiers où il y a relativement peu de monde, voilà, c'est pas chaque année qu'ils ouvrent une classe de maîtrise. Donc là, j'ai dû attendre une année, sauf erreur. J'aurais bien voulu enchaîner, mais j'ai dû attendre une année. Mais j'étais quand même dans les plus jeunes de ma classe. Et c'est quoi la grosse différence entre la maîtrise et le brevet? C'est quoi les steps supplémentaires? La maîtrise, c'est vraiment pour diriger une entreprise, donc petite à moyenne entreprise. Donc il y a vraiment beaucoup de comptabilité analytique, de gestion, de personnel et d'entreprise beaucoup plus poussée. On a fait de la statique, aussi des calculs statiques pour des structures porteuses, ce genre de choses qu'on n'a pas du tout fait au brevet. On est aussi allé beaucoup plus loin dans le dessin pour amener des solutions beaucoup plus techniques. Et puis c'était vraiment beaucoup plus rude, quoi. Là, quand je me disais c'est compliqué le brevet, après je dis oh non, en fait le brevet c'était rien du tout. Enfin, c'est vraiment un sacrifice humain de faire cette maîtrise. Ouais. Plusieurs fois dans le cursus, j'ai dit non, mais là je vais arrêter, j'en peux plus. En plus à cette époque-là, la maîtrise c'était les vendredis et samedis, donc 2 jours par semaine, toutes les semaines. Et je faisais encore du foot à l'époque, donc j'avais les matchs encore le dimanche, j'avais plus de vie, quoi. Ouais. Donc c'était un immense sacrifice. Et voilà, je suis content d'être arrivé au bout. Et puis au cours de la maîtrise dans l'entreprise, donc comme je faisais une maîtrise en construction métallique, on a ouvert un département en construction métallique. Donc là, j'ai pu faire du travail où j'allais discuter directement avec les architectes, faire les offres. Ensuite, faire la prise de mesure sur le bâtiment, dessiner et puis distribuer le travail à mes équipes dans l'atelier. Donc là, j'étais vraiment autonome dans la structure pour la partie bâtiment. Et puis, je faisais également beaucoup de dessins pour la programmation des machines et des offres. Donc, quand tu dis construction métallique, c'est aussi tout ce qui concerne l'habillage des bâtiments? Oui, alors construction métallique, nous, ce qu'on faisait là-bas où j'étais, c'était beaucoup de barrières, d'escaliers. Ouais. Et puis, c'était surtout ces éléments-là, des balcons métalliques aussi, ce genre de choses, ouais. Ce qu'on ne faisait pas auparavant. Il y a eu une petite baisse dans l'industrie 2008. Et puis là, on s'était un petit peu réorienté bâtiment pour obtenir plus de mandats. Et puis, notre directeur avait profité que je sois en formation dans le domaine du bâtiment pour développer ce domaine-là. Et puis justement, là, vous bossez, j'imagine, en collaboration avec des architectes et puis des ingénieurs qui vous font les plans, et puis vous vous occupez de la réalisation, en fait. Alors, il y a toujours les deux manières. Il y a bien des
des architectes qui dessinent jusqu'au bout, puis certains, on les connaissait bien, ils nous faisaient confiance, puis ils disaient, je veux 250 mètres de barrière, qu'est-ce que vous proposez? Et puis on proposait des choses, il y a vraiment tout type de mandat, ouais. Donc la maîtrise, ça a duré 2 ans, 3 ans? 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi. Ah ouais, donc c'est déjà une année et demie de plus. Ouais, 3 ans. Ouais, une année de plus que le brevet. Mm-hmm. Et puis, à la suite de cette maîtrise, t'es resté dans l'entreprise où t'étais un petit moment. T'es resté combien de temps? Très peu de temps. J'ai fini la maîtrise au mois de mars et je suis parti au mois de juin. Ah ouais, ok. Donc c'est vrai que là, quand j'ai annoncé ça à mon ancien directeur, il était estomaqué, quoi, parce que lui, il était persuadé que j'allais reprendre sa place et l'entreprise. Et voilà, ce qui m'a fait faire ce choix, c'est il bossait énormément, et puis moi, c'est pas ça que j'avais envie de ma vie, donc j'avais envie d'une vie, mon métier, je l'adore, mais j'ai une vie à côté. Et puis c'était quand même une grosse entreprise à faire tourner. C'était pas toujours facile au niveau des entrées de commandes, du chiffre d'affaires. Je sentais vraiment les tensions du patron. Et puis j'avais pas envie de ça à ce moment-là de ma vie. Ok. Et est-ce que t'as eu aussi un espèce de, comment dire, une chute de pression de la maîtrise aussi, un peu du fait que c'était très intense et puis que ça demandait beaucoup de travail, et il y a aussi eu un peu cet effet-là, ou bien c'était uniquement la pression entrepreneuriale que tu ressentais de ton patron? Ouais, il y a peut-être un petit peu eu ça aussi, mais c'était surtout la pression entrepreneuriale, et puis également la situation de l'entreprise à ce moment-là qui allait un petit peu moins bien, et puis je sentais moins le truc venir. Et puis j'ai pris l'opportunité d'aller dans une autre direction professionnelle, mais tout en gardant mon métier de base, et puis tout ce que j'ai appris, je peux le mettre au service de l'entreprise actuelle. Justement, raconte-nous ce changement alors. Donc, t'as postulé à quelque chose, t'es parti de ton ancienne boîte sans rien, ou au contraire, t'avais répondu à une autre annonce. Comment s'est passé toutes ces réorientations, ce changement? Parce que c'était quand même une autre direction... complètement, pas inverse, mais une autre direction que ce que t'étais prédestiné. C'est vrai. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, je cherchais plutôt dans l'enseignement professionnel. Et puis, j'ai pas trouvé de place à ce moment-là de ma carrière. Et je suis tombé sur une annonce un petit peu par hasard de maître socio-professionnel. Je savais pas trop ce que c'était. Il y avait le mot maître, il y avait le mot professionnel, social. Je suis quelqu'un d'assez social. Et puis... du coup, j'ai postulé. Et puis, ils m'ont convoqué à un entretien qui s'est bien passé. Et ensuite, j'ai fait une journée d'essai. Donc, j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap, plutôt psy. Donc, c'est une population que je ne connaissais pas du tout, pardon. Ouais. Et du coup, évidemment, une légère appréhension. Mais c'est vrai que la journée s'est super bien passée. Ensuite de ça, un deuxième entretien. Puis le directeur de cette institution avait un peu de peine à comprendre comment quelqu'un qui avait fait un CFC, un brevet et une maîtrise fédérale dans un domaine où j'aurais pu aller travailler dans le social, postulait dans une place comme ça. Ouais. Et c'est vrai que j'avais 2 collègues directs dans l'atelier, ils n'avaient pas le même background technique Bien sûr. que moi. Et j'ai réussi à vendre mon profil, voilà. Et puis j'ai été engagé donc au mois de juin 2016. Et là, ça fait presque 10 ans du coup que j'y suis. Et puis là, je m'éclate vraiment parce que voilà, j'ai les connaissances et les compétences métiers de base, même plus que ce qu'il faudrait. Mais ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise pour répondre aux besoins des collaborateurs en situation de handicap. Et puis c'est vrai que c'est un atelier où on fait des pièces du même niveau de complexité et du même niveau de finition de l'entreprise que j'étais avant. On est super bien équipé. Et puis là, ce que j'adore, c'est que j'ai une liberté de mon travail juste exceptionnelle, quoi. Donc je m'éclate vraiment grâce à mes formations de base. Et puis là, je suis en train de faire une formation encore supplémentaire, donc un nouveau brevet fédéral d'accompagnant socio-professionnel pour être vraiment 200% armé pour ce nouveau métier. Donc, explique-nous, donc la structure, elle s'appelle Afiro, c'est juste? C'est juste, C'est une fondation, hein?
C'est une association. C'est une association, Mhm. ok. Et du coup, il y a un atelier, mais qui est vraiment spécialisé pour ces aspects de construction métallique, ou bien il y a plein de choses différentes que vous faites, de plein de corps de métier. Et puis là aussi, pareil, quels sont les mandats quand tu me dis qu'il y a un niveau d'exigence et de précision aussi élevé que où tu étais avant? Comment ça se passe, toutes ces structures, et Mhm. comment ça fonctionne? Donc là, Afiro, donc c'est une association, elle est basée sur 4 sites. Donc le siège social est à Écublanc, il y a une antenne à Lausanne, à Yverdon et à Aubonne. Il y a beaucoup de métiers différents, donc ça va de la boulangerie, cuisine industrielle, buanderie, menuiserie, mécanique. Moi où je travaille, c'est de la construction métallique. On a un atelier de thermolacage. On a aussi des ateliers qu'on appelle multiservices, où là, c'est plutôt, il peut y avoir de la mise sous pli, du conditionnement, du montage mécanique. Et puis à Lausanne, c'est toute la partie préformation et formation. Donc ça, c'est des formations qui sont financées par l'AI, l'assurance invalidité. Donc moi, sur le site d'Aubonne où je travaille, donc c'est vraiment un atelier de construction métallique ou constructeur d'appareils industriels qui est, on va dire, à l'identique d'une entreprise classique. Ouais. La différence est qu'au lieu d'avoir des chefs d'atelier, on a des maîtres socio-professionnels, donc des personnes comme moi, qui sont là pour encadrer les personnes en situation de handicap. Et puis nous, on fait également tout ce qui est contact avec les clients, les dessins, conception, commande matière. Et puis après, on va organiser et distribuer le travail dans l'atelier. Et puis surtout distribuer le bon travail à la bonne personne, parce qu'on a des gens qui ont peu de compétences ou des gens qui ont beaucoup de compétences, certaines qui ont des compétences dans un domaine très précis, donc c'est un peu à nous de jongler pour que la qualité du travail soit faite correctement. Et puis là, nos clients, on a le même type de clients que j'expliquais avant, donc on a Bobst, on a Nestlé, on a des électriciens, on a beaucoup de designers, on fait beaucoup de mobilier urbain pour des communes. On a travaillé pour la ville de Vevey, pour la ville d'Yverdon, pour la commune d'Aubonne. On travaille aussi beaucoup à l'interne parce que comme on a 4 sites avec des métiers différents, quand la boulangerie d'Écublanc a une nouvelle machine, c'est nous qui allons faire l'adaptation pour leurs besoins précis, des chariots pour la boulangerie. On a fait tout ce qui est mobilier du tea room de Lausanne, d'Écublanc également. Donc, on a pas mal de mandats, c'est très varié. Et puis, la qualité, comme je disais, la même que dans une entreprise conventionnelle. Puis, on peut fournir des produits vraiment de A à Z à des clients pour des projets complexes, parce qu'on a la menuiserie, on a la construction métallique, on fait le thermolacage, on a aussi un atelier où on découpe des autocollants, on imprime des bâches. On a un atelier également qui s'appelle IMD, Interactive Media Designer. Donc, on peut aussi faire de la promo pour nos produits. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir travailler dans une entreprise globale et puis pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Justement, par rapport aux personnes, aux employés, parce que j'imagine, certains peut-être ils touchent un salaire, certains d'autres ils sont là via l'AI. Enfin, si je comprends bien. Alors, ouais, tu comprends bien. Ils sont tous au bénéfice d'une rente AI. D'accord. Et en plus de leur rente AI, ils ont un salaire qui leur est versé par Afiro, qui est en lien avec leurs compétences sociales et métiers. Ok. Et puis, c'est des gens qui... Comment est-ce qu'ils choisissent s'ils vont justement à la boulangerie, dans la construction métallique ou au contraire comme interactive designer? Est-ce qu'ils ont des préformations? Est-ce qu'ils ont des prédispositions? Est-ce qu'il y a une forme d'orientation? Quel âge est-ce qu'ils ont? Enfin, c'est quoi les profils? Alors, les conditions pour être engagé, on appelle les collaborateurs, donc chez Afiro, c'est être au bénéfice d'une rente AI ou une demande en cours, être autonome dans leurs déplacements, parce qu'ils viennent juste, entre guillemets, à l'atelier travailler et ils rentrent à la maison, et puis avoir une médication qui est stabilisée. Après, ils vont postuler comme toi et moi dans une entreprise. Sauf qu'ils ont un petit peu moins de choix que nous, parce que des entreprises, des emplois adaptés, productifs, il y a Polyval et Afiro, en gros, c'est les 2 gros dans le canton de Vaud. Donc, ils choisissent une des 2 entreprises, et puis après, ils vont avoir, comme toi et moi, des affinités, ils choisissent un métier. Ça peut être en lien aussi avec la proximité.
Certains qui sont proches d'Aubonne vont plutôt travailler à Aubonne, et certains qui sont proches d'Écublens vont plutôt travailler à Écublens. Mais certains, ils ont vraiment un métier, soit qu'ils ont appris de base. Ils ont pu faire des AFP ou des CFC dans des structures comme l'ORIF, le Repuy ou ce genre de structures. Ok. Et puis après, malheureusement pour eux, ils vont pas pouvoir travailler dans l'économie libre, donc ils vont postuler dans des structures comme la nôtre. Et évidemment, quelqu'un qui a suivi une formation en AFP en construction métallique, il va plutôt venir bosser dans un atelier comme le mien plutôt qu'à la boulangerie. Mais il peut aussi changer. Et puis c'est vrai qu'on est ouvert à ce qu'ils changent d'atelier si ça leur plaît plus. Et justement, est-ce que vous avez trop de candidats? Vous n'avez pas assez de candidats? Comment vous gérez cet aspect RH? Alors là, on a des coordinateurs socioprofessionnels qui sont là pour gérer les flux avec des responsables de secteur également. Ok. Ça fait qu'on a des places limitées pour chaque atelier. Et puis, ça va dépendre, ça aussi, des domaines d'activité, des secteurs. C'est vrai que la région lémanique, il y a beaucoup plus de monde, évidemment. Donc, le site d'Écublens, il a moins de difficultés à avoir des collaborateurs qu'à Aubonne. À Aubonne, on est un petit peu moins bien lotis, il y a un peu moins de monde. Et puis, on a des activités qui sont plus spécifiques et techniques. Donc là, les gens postulent et après, on a des gens qui font la partie engagement et eux gèrent les flux de personnes. Mais on est plutôt, en tout cas à Aubonne où je travaille, on est plutôt en manque que trop de monde. Ok. Et toi, par rapport à tes responsabilités et puis aux personnes avec qui tu collabores, qu'est-ce que tu peux... C'est quoi les différences majeures? Parce que j'imagine que voilà, quand tu es bénéficiaire de l'AI, tu peux avoir toutes sortes d'handicaps ou de difficultés, de défis. Je pense que toi, en tant que personne, tu dois beaucoup plus t'adapter parce que chaque personne est différente et dans une situation différente. Comment est-ce que tu gères ces aspects-là? C'est vrai que chaque personne est différente. Comme dans une entreprise classique, chaque personne est différente. Ouais, sauf c'est que vrai. Là, c'est vrai. Sauf que là, c'est un atelier adapté, donc c'est à l'atelier de s'adapter par rapport aux personnes et non aux personnes de s'adapter par rapport au fonctionnement de l'atelier. Donc là, c'est vraiment en travaillant avec les gens et en apprenant à les connaître. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, on arrive plus facilement à savoir quelle tâche on peut donner à un collaborateur très rapidement. Alors que quand j'ai commencé, je devais beaucoup m'appuyer sur mes collègues qui m'expliquaient aussi qu'est-ce que je pouvais faire et pas faire avec certaines personnes. Et puis là, c'est vraiment... il faut vraiment apprendre à connaître ces personnes et pas avoir peur de leur demander qu'est-ce qu'ils ont envie. Et moi, mon travail, c'est d'adapter ces tâches pour eux, en fait. Et également les places de travail, l'ergonomie, la sécurité, tout ça, c'est lié. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu constates au niveau du résultat, de la dynamique de travail? Parce que je te pose cette question, parce que je trouve super intéressant ce que tu dis. Déjà, tu dis oui, chaque personne est unique, mais tu es dans une structure où on va plutôt adapter l'environnement à la personne que le contraire. Ce qui est quand même quelque chose qui est assez rare dans la société actuelle, où on est plutôt dans l'uniformisation de tout le monde. Qu'est-ce que tu constates au niveau peut-être du flux de travail? Qu'est-ce qui change pour toi au niveau du résultat peut-être final dans les mandats ou dans la productivité? Et puis même toi, à titre personnel en fait, toi qui as connu en fait un peu le bourbier de l'entrepreneuriat où tout d'un coup faut aller vite parce qu'en fait il faut faire des commandes, il faut faire du chiffre, il faut payer les salariés. Comment tu te sens dans ces différents environnements? Moi, la grande différence que j'ai constatée très rapidement, c'est où je travaillais avant, quand je partais en vacances, que je revenais, c'était l'enfer. Mes collègues disaient « Ah, mais il y a ça que t'as pas fait, il y a ci, il y a ça ». Puis j'avais toujours l'appréhension de revenir de vacances.
Alors que là, la première fois que je suis parti en vacances pour organiser un petit événement, je suis revenu et les collaborateurs, ils m'attendaient devant l'entrée du bâtiment et ils m'ont dit « Monsieur Martin, vous nous avez manqué la semaine passée ». Et là, ça m'a marqué, puis je m'en souviendrai toute ma vie. Mais c'est vrai qu'au niveau des différences, en fait, on est quand même une entreprise sociale à voie très, très productive. Donc, on doit assurer les délais envers les clients. Mais les clients sont quand même plus sensibles à la cause si on leur explique qu'on a eu un couac. La majorité des clients, pas tous, mais là, on peut quand même se justifier. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même très bien à respecter les délais de production, la charge de travail. Et on a aussi un chiffre d'affaires réalisé, quand même une pression qui n'est de loin pas la même qu'une entreprise classique et conventionnelle. Mais on va dire aussi l'ambiance de travail est plus simple. Enfin, c'est moins l'usine comme on s'imagine. C'est vraiment plus un travail décontracté. Et puis, il y a aussi plus de bon sens, j'ai l'impression. Tu travailles avec des gens qu'on j'imagine, ont fait des études dans le social, plutôt des profils universitaires, par rapport à toi qui a fait un apprentissage CFC, qui a bossé dans une boîte pendant 10 ans presque. Enfin, ça faisait ça au final. Ouais, hein. 14 avec l'apprentissage. Ouais. Alors 14 ans, c'est quoi que tu constates justement quand tu vas un peu dans le dur, dans la communication avec les personnes, enfin... Est-ce que tu vois une différence? T'as l'impression qu'il te manque des compétences peut-être socio-éducatives ou au contraire, t'avais cette fibre et puis t'avais un côté sensibilité puis c'est quelque chose qui est un peu inné? Alors, je pense pas qu'il me manquait des compétences. C'est vrai qu'au début, il a fallu un petit peu m'adapter au vocabulaire et au langage social, ce qui est normal. Après, moi, dans la structure où je travaille, dans les ateliers, donc les maîtres socio-professionnels sont presque tous issus du milieu CFC, parce qu'on est dans des ateliers, on va dire, spécifiques. Donc, c'est impossible de faire maître socio-professionnel dans mon atelier si on a fait l'Uni, par exemple, puis qu'on n'a pas du tout de base technique. Parce que ça, si on les connaît pas, on peut pas répondre aux demandes des collaborateurs. Après, avec mes collègues qui sont plus coordinateurs sociaux ou alors, là, on a beaucoup de contacts avec. Eux ont des formations soit universitaires, soit éduques. Mais non, j'ai jamais eu le sentiment qu'il me manquait des compétences, plutôt m'adapter sur le terme, les vocabulaires. C'est vrai que l'apprentissage, ça apprend beaucoup de choses aussi. Hein. Ça apprend pas que la partie scolaire qu'on apprend au cours. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprend sur le plan personnel et puis social également, même si c'est une autre part de social, mais on apprend énormément. Toi qui as fait justement le CFC, le brevet, la maîtrise, dans ton rôle actuel, est-ce que tu as l'impression que tu touches plus à des compétences que tu as fait peut-être post-CFC, où tu me disais que justement tu avais encadré les apprentis? Au contraire, ce que tu as vu au brevet, plus chef d'équipe, le côté un peu quand même administratif, un peu gestion globale, ou au contraire la maîtrise de dire, voilà, comment est-ce qu'une structure va fonctionner? Aujourd'hui, où est-ce que tu sens que tu arrives à puiser tes compétences et tes ressources le plus? Je pense que je peux puiser dans les trois domaines, parce que sans l'apprentissage, impossible d'être là. Et puis après, pour la partie organisation d'ateliers et gestion, le brevet m'a appris beaucoup. Et puis la maîtrise, ça m'a appris aussi sur le plan financier, des offres, etc. Donc là, j'exécute un peu moins ce genre de choses de la maîtrise dans mon rôle actuel. Mais par contre, j'ai le même vocabulaire et langage que quand le directeur vient nous expliquer la comptabilité, les chiffres d'affaires, etc. Et puis je peux poser des questions très pertinentes par rapport à ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans l'association. Et je peux aussi proposer des pistes d'amélioration que je ressens de par mes formations précédentes. Le nouveau brevet que tu vas commencer, est-ce que c'était pour toi, est-ce que c'était une nécessité qui était demandée par ton employeur actuel, ou au contraire c'est des nouvelles compétences que tu sens que tu as besoin d'acquérir? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as envie de te lancer dans un nouveau brevet fédéral?
Alors, je te recoupe juste le brevet, je l'ai commencé, là je suis à peu près à la moitié, voire un peu plus. Ah, excuse-moi, Pas de pardon. souci, pas de souci. Et puis ça, c'était pas une demande de mon employeur, même si ils encouragent fortement les formations. Mais moi, c'était plutôt pour moi personnellement, pour être vraiment outillé comme j'ai besoin pour des situations qui peuvent être plus complexes à gérer, et puis aussi par légitimité envers moi-même et le métier, et aussi par respect envers les collaborateurs que j'encadre, d'être bien formés. Ça va les aider aussi à être plus confiants, même s'ils ont la parfaite confiance envers moi. Mais pour toutes ces raisons-là, ouais. Mais c'était pas une obligation, en tout cas. Ok. Et puis toi, ben, qu'est-ce que tu découvres de nouveau par ce deuxième brevet fédéral? Ben, qu'il y a pas de juste, en fait, il n'y a pas de faux. Enfin, faut vraiment réfléchir sur notre posture professionnelle, plus d'analyse aussi. Moi, je suis quelqu'un qui fonce un petit peu et puis qui prend pas forcément le temps d'analyser les choses. Donc ça, j'ai appris pas mal là au travers. Aussi beaucoup d'écouter ses émotions, de savoir que nos émotions, ben, elles vont avoir un rôle très important dans notre manière de travailler, dans notre accompagnement également. Et puis oui, j'ai appris beaucoup de choses et j'en apprends encore beaucoup. Mais c'est vrai que c'est plutôt des choses sur moi-même que j'apprends que sur ma façon de faire. Donc Ok. c'est hyper intéressant. Est-ce que ton autre brevet, enfin pendant le brevet précédent et la maîtrise fédérale, est-ce que tu as aussi appris des choses sur toi, à part que tu étais capable de tenir le coup et puis d'aller jusqu'au bout? Non, dans les deux autres formations, brevet et maîtrise, c'était vraiment des aspects qui étaient très théoriques Ouais. et peu sur la personne. Donc Ok. là, c'est vraiment un brevet qui est sur moi-même et c'est vrai que c'est complètement différent. Et puis qu'est-ce que ça te donne comme perspective pour la suite? Comment est-ce que tu vois ton rôle? Est-ce qu'il y a une évolution possible dans ton rôle actuel? Comment est-ce que tu vois les choses? Ben, moi, je me vois très bien continuer encore quelques bonnes années dans ce rôle-là parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai une super liberté. Le travail, il est hyper varié. Et puis, on a une super équipe aussi. Donc ça, c'est important. C'est vrai que l'ambiance dans une entreprise, c'est presque aussi important que le travail qu'on fait. Ouais. Donc là, c'est génial. Puis moi, je me vois bien encore continuer quelques années comme ça et puis rester dans cette structure. Puis après, voir s'il y a d'autres opportunités dans la même structure de rôle à responsabilité ou pas. Mais c'est pas un objectif en soi pour moi. Est-ce que vous formez des apprentis chez Afiro? Oui, chez Afiro, on forme des apprentis. Donc là, actuellement, dans l'atelier où je travaille, on a formé un apprenti qui a terminé cette année. Et puis là, on a réengagé une apprentie, donc constructrice d'appareils industriels. Donc ça se passe très bien pour elle. Et puis dans les autres sites, actuellement, il n'y a pas d'autres apprentis actuellement, mais il y en a eu à la mécanique à Écublanc ou des apprentis employés de commerce. Et puis après, ben, il peut y avoir des apprentissages qui sont à Lausanne, mais là, c'est des formations qui viennent de par l'AI, donc qui sont financées par l'AI. Ok. Mais nous, l'apprenti qu'on a, c'est vraiment une apprentie standard, comme si elle avait postulé dans l'entreprise où j'étais avant, par exemple. Puis elle a choisi de venir chez nous à Firo parce qu'elle avait aussi une fibre sociale. Donc c'est assez chouette pour elle parce qu'elle peut faire son CFC, apprendre le métier de base et aussi apprendre toute la partie... un peu d'accompagnement avec les personnes en situation de handicap. Donc, c'est hyper riche comme formation pour elles. Ouais. Toi, tu collabores au quotidien avec des éducateurs aussi? C'est comme ça que ça se passe au niveau structure ou pas forcément parce que justement... Non, nous, c'est vraiment un lieu de travail, donc on n'a pas d'éducateur. Après, on collabore quand on fait des réseaux pour des collaborateurs. Donc, on fait une fois par année ou plus au besoin pour des collaborateurs. Donc là, on fait un réseau avec les éducateurs, les psys, les parents et autres. D'accord. Donc là, c'est des moments de collaboration avec les éducateurs. Mais sinon, au sein même de l'institution, comme ils viennent juste pour travailler, on n'a pas d'éduc. C'est quoi la moyenne d'âge dans ton atelier? Est-ce qu'il y a des jeunes, de tout ou... Il y a, je pense que la moyenne d'âge, comme ça, à vue d'œil, elle doit être de 35 ans, 35-37 ans. Et il y a vraiment des jeunes et le plus vieux, le plus ancien, pardon, il doit avoir 55 ans.
Et on a des gens qui restent très longtemps dans l'atelier. Si ça se passe bien, ils peuvent travailler 35 ans, 40 ans même au sein même de l'atelier. Donc ça, c'est vraiment cool pour nous et pour eux parce que les plus anciens peuvent former également les nouveaux arrivés. Et c'est hyper valorisant pour ces personnes-là. Et puis, pour pas nous cacher, ça nous décharge pas mal de travail à mon collègue et moi. Bien sûr. Donc c'est juste génial. Et puis on a un peu des exemples dans l'atelier de collaborateurs qui sont là depuis des années et puis qui font du travail exemplaire. Tu parlais de transmission de savoir. Il y a beaucoup d'entreprises dans le canton de Vaud qui pourraient former des apprentis puis qu'on ne forme pas. Toi, qu'est-ce que ça t'amène, cette transmission de savoir, et puis qu'est-ce que ça a changé chez toi, ou qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière, ou peut-être dans ta vision du métier aussi? C'est vrai que beaucoup d'entreprises pourraient former, forment pas. Moi, je trouve que c'est essentiel de former parce que si on forme pas de jeunes dans nos métiers, les métiers ils vont s'éteindre à force. Il y a déjà beaucoup de métiers où on trouve plus assez de main-d'œuvre. Donc pour moi, c'est essentiel et ça fait partie du métier de former des nouveaux. Enfin, chaque patron a été formé par quelqu'un. Il n'y a personne qui a appris de lui-même son métier. Enfin, je pense pas, c'est très rare du moins. Et puis moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup. J'adore transmettre mon métier. Chaque chose que j'ai appris, j'aime le retransmettre. Et puis, ça me fait beaucoup de bien de recroiser des anciens apprentis et puis de recroiser des anciens apprentis que j'ai pu former et puis qui me font des retours, qu'ils ont passé beaucoup de bons moments avec moi, que j'étais un bon formateur. Et puis, ça me fait chaud au cœur, personnellement. Ouais. Et si tu devais donner un conseil à Raphaël qui commence son apprentissage demain à 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que même si ça se passe pas comme il avait imaginé, tous les moments de son apprentissage, c'est normal. Il faut des fois faire un peu le poing dans la poche et puis tenir bon. Et puis à la fin, le papier, il aura une valeur d'autant plus bonne. Merci beaucoup, Raph. De rien, merci à toi. Malgré les aléas techniques. Merci beaucoup, c'était cool.